Oui, alors bonjour ou bonsoir selon le moment où vous allez assister à ce petit webinaire du lundi. Donc, comme d'habitude, c'est une petite rencontre qui se veut donc ouverte à toutes les discussions et à toutes les conversations que nous pourrions, que vous auriez envie d'avoir. Donc, c'est ouvert. Je vois qu'il y a déjà une question qui était posée sur l'abandon. Donc, on pourrait y revenir évidemment à mesure que le webinaire va avancer. J'avais prévu un petit sujet de conférence aujourd'hui qui concernait donc les grandes façons, les différents types d'intuition, en fin de compte, que l'on retrouve chez les êtres humains. Alors, au début, je m'étais inspiré d'un ouvrage américain que j'ai négligé d'amener avec moi. Je l'ai amené avec vous pour vous montrer. Et puis finalement, avec réflexion, mais finalement, j'ai élargi un petit peu ma recherche et puis finalement, j'ai choisi de vous présenter sept façons d'aborder l'intuition qui va peut-être vous aider peut-être à mieux comprendre justement de quelle façon il est possible de développer les habiletés intuitives et mieux comprendre aussi comment ça se fait effectivement qu'il y a des gens qui ont des habiletés dans certains domaines, intuitivement parlant, et que dans d'autres domaines, ils sont comme moins habilités. Je pense entre autres, j'ai regardé récemment un livre sur Edgar Cayce, qui est un médium assez connu, et ce médium-là, qui a été connu pendant plusieurs années, a fait énormément de cas d'évaluation de la santé. Il aidait les gens en faisant des diagnostics très précis et en donnant des protocoles pour amener les gens à retrouver la santé. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont effectivement atteint une amélioration de leur santé à travers cette démarche-là. Donc, Edgar Cayce a développé une certaine forme de renommée. Et encore aujourd'hui, on en entend parler d'une façon très positive. Mais lui-même, justement, racontait que beaucoup de gens, évidemment, comme il était très populaire, beaucoup de gens l'ont approché pour des thèmes qui concernaient pas la santé comme telle. Je pense entre autres à des chevaux de course. On lui demandait de donner, de prévoir, hein, de prédire quel serait le cheval de course qu'elle allait gagner, etc. Et puis, il y a également aussi des gens qui ont demandé bon, des choses très, très concrètes face à des billets de loto, des choses comme ça. Et puis, ça a amené donc progressivement donc un désir chez les gens de se mettre plutôt de carcasser, de se dire ben, que finalement, ils constataient qu'il y avait une certaine spécialité où il pouvait vraiment aider les gens, c'était concernant la santé, et il a choisi quelque part de réduire son application parce qu'il n'était pas à l'aise de donner, de tenter d'autres aventures intuitives, puisqu'il constatait qu'il y avait un risque d'erreur qui était beaucoup plus élevé que quand il travaillait sur la santé. Donc, tout ça pour vous dire que malgré que Edgar Cayce était quelqu'un qui avait un certain talent indéniable au niveau de ses perceptions intuitives, il avait comme un champ de spécialité et il lui était plus intéressant pour lui de se concentrer sur ça. Et c'est ça un petit peu qu'on va voir, que moi j'ai observé aussi dans ma pratique. On peut évidemment élargir notre champ de pratique, bien évidemment, hein, et c'est ça qui est un peu l'objectif du travail que moi j'ai fait dans les modules sur la formation personnelle et professionnelle, d'élargir le plus possible. On est rendu à la formation personnelle, pour vous donner un exemple, à 15 thèmes qui sont abordés. Alors, ça veut donc dire quelque part que chacun des modules ont des spécialisations et on cherche donc à élargir le champ d'investigation de la réalité intuitive, puisque je pense que c'est comme ça qu'on peut parvenir à développer une habileté encore de plus en plus grande et de plus en plus grande, en se rappelant évidemment qu'il y a des spécialités qui vont demeurer, évidemment, on va être lequel plus à l'aise. Par exemple, je n'aborderai pas dans ces 15 modules-là ce que je pourrais appeler bon, l'intuition pour déterminer bon, les billets gagnants d'un billet de loto, puisque c'est pas quelque chose que j'ai pas d'expertise là-dedans. J'ai pas constaté que j'avais un certain talent là-dedans non plus. Et je connais peu d'intuitifs aussi, qu'il faut dire, qui ont cette habileté-là. C'est vraiment des cas exceptionnels, hein, où on va dire, bon, telle personne a gagné de l'argent, puis elle avait des chiffres qu'elle essayait depuis 25 ans, par exemple, c'était les mêmes chiffres qui revenaient tout le temps, et 25 ans plus tard, elle gagne un prix. Bon, c'est des choses comme ça qu'on va entendre quelquefois, mais c'est rare qu'un intuitif va se spécialiser dans ce genre de talent-là, et puis bon, c'est ça un peu, voilà. Donc, pour parler donc de l'intuition, alors évidemment, souvent quand on parle de l'intuition, on est souvent tendance à penser que quelqu'un qui est intuitif, c'est quelqu'un qui peut donc avoir une certaine spécialité, quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui a un don particulier, c'est quelqu'un qui est spécial. Souvent, on a tendance à d'entendre parler de cela lorsqu'on parle de l'intuition. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous présenter parce que je vais vous présenter sept façons d'aborder l'intuition pour faire valoir qu'on est tous
à des degrés différents, intuitifs, et on a tous donc peut-être des spécialités qui nous apparaissent peut-être moins extraordinaires, parce que ceux qu'on va qualifier d'extraordinaires, qui sont intuitifs, c'est des gens qui vont faire un peu comme disait Clark Casey, ou qui vont faire des choses à quelque part qui vont être capables de lire quelqu'un sans que cette personne-là elle soit connue. Hein. Comme moi, par exemple, j'ai observé souvent que des gens pouvaient vraiment m'attribuer des talents extraordinaires parce que justement, c'est des habiletés qu'ils ne comprenaient pas comment ça se faisait. Alors, on va quand même aborder toutes les habiletés, puis on va commencer à regarder un petit peu, mettre de l'ordre, en fin de compte, dans la démarche intuitive. Donc, la première intuition, je dirais, qui est la plus qui est une façon, qui est une intuition quelque part qu'on reconnaît chez certaines personnes, mais qu'on ne va pas nécessairement valoriser comme étant quelque chose de spécial. On va dire que ce sont des compétences, des qualités que les gens ont. Moi, j'ai une de mes sœurs, par exemple, qui, lorsqu'elle se retrouve dans des situations où elle a des choses à faire dans la matière, euh, que ce soit quelque part de connecter des fils, de faire, de mettre un meuble en place, monter un meuble Ikea, par exemple, choses comme ça. Ben, cette sœur-là, quelque part, pourtant, elle n'a pas d'habileté, elle n'a jamais fait de formation là-dedans, mais elle a une habileté, elle a une intelligence de la matière, je dirais. C'est ça un petit peu que je voulais aborder comme première façon de concevoir l'intuition, c'est qu'il y a des gens qui sont très à l'aise dans la matière. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, sans être techniques, sans avoir pris de formation technique, sans avoir appris à comme développer des projets, comme ça peut être un meuble, ça peut être une machinerie. Hein. Il y a des gens qui ont une habileté intuitive, c'est-à-dire que c'est pour eux naturel. Ils regardent, par exemple, quelque chose, puis sont capables de le reproduire sans savoir comment techniquement le truc fonctionne. Ils vont le savoir instinctivement, en quelque sorte, puis ils vont le reproduire. Il y a des gens qui ont ce talent-là. Alors, ce sont des gens qui ont une intelligence de la matière, que j'appelle, moi, et ces gens qui ont l'intelligence de la matière, sont donc capables de comprendre comment la matière fonctionne et de la comprendre à un point tel qu'ils sont capables donc de faire des choses que beaucoup d'entre nous ne sont pas capables parce que nous n'avons pas tous cette intelligence de la matière. Alors, les gens qui ont l'intelligence de la matière sont capables de vraiment intuitivement percevoir de quelle façon quelque chose est conçu. Puis, à partir de cette perception qu'ils ont, ils vont tenter de reproduire, puis ils vont réussir à reproduire l'objet en question, par exemple. Alors, c'est assez intéressant de comprendre quelque part que cette intuition-là, c'est une intuition qui est fort intéressante et qu'on a tendance à peut-être moins valoriser parce que justement, elle nous apparaît peut-être moins inaccessible. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont talentueux dans la matière, mais c'est souvent parce que quelque part, ils sont capables donc de percevoir cette matière-là, être capables de la ressentir à l'intérieur d'eux-mêmes, ressentir de quelle façon qu'elle s'organise, cette matière-là, et de quelle façon qu'ils peuvent jouer avec la matière pour être capables de la reproduire. Ça, c'est vraiment une intuition qui est fort intéressante et qu'on retrouve quand même dans la population, dans un certain pourcentage de gens qui ont cette habileté-là. Et c'est très intéressant de se comprendre que c'est une forme d'intuition qui fait qu'on est capable d'appréhender la réalité de la matière par des sens de perception qui vont faire qu'on va être capable, sans connaître la technique qui serait nécessaire pour le faire, de le reproduire. C'est une première manifestation de l'intuition que j'avais envie de vous partager. La deuxième, c'est ce que j'appelle moi l'intuition relationnelle. L'intuition relationnelle ne veut pas dire relationnelle uniquement avec un autre être humain. Relationnelle indique à quelque part que je rentre, par exemple, il y a des gens qui rentrent dans une maison, puis ils vont se dire, je suis pas bien à cette maison-là. Et il va s'avérer que dans cette maison-là, ben, quelque part, bon, il y a par exemple, il y a beaucoup de conflits, des gens qui se battent entre eux, qu'il y a eu déjà des meurtres. Bon, je donne des exemples très caricaturaux, là, pour vous faire valoir un peu cette idée-là. Il y a des gens qui sentent les maisons. Ils rentrent dans les maisons, puis ils vont sentir qu'est-ce qui se passe. Ils vont sentir les gens. Il y a des gens qui vont sentir aussi les êtres humains. Cette personne-là, je la sens triste. Ouais, naturellement, il y a des gens qui, sans avoir développé l'habileté intuitive, encore une fois, ils sont naturellement capables de percevoir les atmosphères, de percevoir les interrelations qu'il y a entre elle, cette personne-là, et, par exemple, les pierres. Je tiens une pierre dans mes mains, puis, tu sais, je sens que cette pierre-là a une certaine énergie. Cet aliment-là, je sens qu'il y a une certaine vitalité, celui-là n'en a pas. Vous voyez, alors, c'est vraiment une relation que, comme on se prend dans la nature, puis on va comme sentir la présence de l'énergie de vie des arbres. Donc, c'est vraiment une intuition qui, elle, va nous mettre davantage dans cette interrelation que j'ai, moi, en tant qu'être humain, avec mon entourage, et de constater que cette relation que j'ai avec mon entourage, comme si mes sens vont être très, très sensibles il va être très, très vite capable de concevoir, de sentir quelque part que j'ai une relation véritable avec les objets qui sont autour de moi. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Encore là, ce ne sont pas des gens nécessairement qui ont des formations intuitives dont je vous parle, c'est vraiment des gens qui ont simplement des habiletés. Et ces habiletés-là, quelque part,
dans ce cas-ci, évidemment, ce sont des habiletés qui fait qu'on est très sensible, donc on peut facilement devenir des éponges, hein, parce que on est très sensible aux êtres humains, par exemple. On a beaucoup on est capable de comprendre aisément les êtres humains en étant dans cette position-là. Sauf que souvent, qu'est-ce qui va se passer dans cette position-là? C'est qu'on va souvent se retrouver dans une position où on va perdre notre identité, hein, quelque part, notre entourage. L'entourage on va être sensible à l'entourage et cette sensibilité-là va faire qu'on va un petit peu perdre de pied dans la relation que l'on a avec notre entourage, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau d'une maison, des objets, etc. On va se sentir un peu happé par le monde environnant. Ce qui veut donc dire quelque part qu'on va être constamment, finalement, on va donner du pouvoir aux objets, en fin de compte, à ce qui se passe autour de soi, aux relations, aux êtres humains avec lesquels on est qu'on côtoie, parce que justement, on a la difficulté à se positionner nous-mêmes clairement, parce que nos frontières, notre délimitation par rapport à notre entourage et par rapport aux objets, par rapport à ce qui se passe autour de soi, est difficile. On parle souvent maintenant de gens qui ont des problématiques aussi au niveau de sont électrosensibles. Alors pour moi, ça touche un peu cette intuition relationnelle. C'est pas tout le monde qui est électrosensible, pourtant les champs électromagnétiques affectent tout le monde. C'est-à-dire que ceux qui sont électrosensibles sont souvent des gens, quelque part, qui vont perdre qui vont perdre leur connexion avec eux-mêmes. Et cette connexion-là vont les rendre beaucoup plus fragiles à ce qui se passe autour d'eux. Ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à être capables de se renouer contact avec leur propre frontière pour se protéger justement de l'environnement. Alors ça, c'est un autre exemple que je voulais vous donner concernant donc l'intuition que j'appelle relationnelle. Il y a une troisième intuition qu'on peut aussi aborder, que moi j'appelle l'intuition opportuniste. Je vais l'appeler comme ça. L'intuition opportuniste, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde des affaires, par exemple, il y a des gens qui sont capables de flairer l'argent, qui sont capables de flairer les bonnes affaires. Euh, Encore là, c'est une intuition, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas une intuition de, hein, c'est pas une intuition. Si on parle à la démarche spirituelle, on va dire, ben, c'est pas des gens qui ont des intuitions de qualité. C'est pas des intuitions qui amènent une certaine forme de bien-être à l'être humain. C'est plus orienté sur ses biens, sur des principes justement d'intérêt. Alors bien sûr que l'intuition ne signifie pas justement être constamment connecté avec la spiritualité. On a souvent tendance à attribuer l'intuition faire correspondre l'intuition avec la spiritualité, avec une démarche spirituelle, ce qui n'est pas le cas. Un intuitif n'est pas nécessairement un être spirituel. Un intuitif, c'est quelqu'un qui a développé une certaine habileté à percevoir les choses, et parce qu'il a développé cette perception-là, il va donc développer cela à travers aussi ces chakras, en fin de compte. Hein, comme si on regarde l'intuition de la matière, quelqu'un qui est intuitif et qui a une connaissance de la matière, ben, quelque part, c'est une personne qui est beaucoup connectée avec son chakra racine. Quelqu'un qui va être beaucoup plus dans l'intuition relationnelle, c'est certainement le chakra sacré qui va être beaucoup plus actif. Alors que dans le chakra solaire, c'est beaucoup plus l'intuition opportuniste, c'est-à-dire le chakra de pouvoir. Hein, le chakra solaire, c'est le chakra du pouvoir. Donc, vous comprendrez ici que quand on commence à regarder ça, ça veut donc dire que chaque être humain va développer une habileté intuitive selon la domination, le chakra dominant qui est en lui. Donc, le chakra racine qui nous amène à être capable de bien organiser la matière, de bien comprendre la matière, va nous amener à être capable donc de bien cerner justement comme la matière fonctionne et être capable donc de produire des choses que normalement on ne serait pas capable de faire parce que ça demande des formations ou des connaissances de la matière que ces gens-là n'ont pas besoin d'avoir parce qu'ils ont intrinsèquement cette intelligence-là. Le chakra, donc, sacré, l'intuition relationnelle, ben, nous met donc dans une position, on a tendance à tomber en amour avec l'extérieur. Hein? C'est-à-dire tomber, pour moi, ça veut dire tomber. Hein? C'est la position de verticalité, c'est se tenir debout et s'assumer dans notre relation tertielle. Alors que dans le chakra sacré, quand on a une certaine dominance de ce chakra-là, on peut vraiment se retrouver dans une position où on va se sentir happé par l'extérieur. Et c'est là qu'on va tomber. Tomber, c'est qu'on va donner du pouvoir à notre entourage et on va se sentir happé par lui. Alors, on rentre dans des espaces, on ne se sent pas bien. On est en relation avec quelqu'un, on ne se sent pas bien. Vous voyez, on est dans une relation, on peut évidemment se sentir très bien aussi. Mais quand on ne se sent pas bien, on se sent vraiment pas bien. On se sent envahi par quelque chose. Alors qu'il y a des gens qui sont à côté de nous, qui n'ont pas cette sensibilité-là, qui vont dire, ben moi, je ne cherche absolument rien, je me sens bien dans cet espace-là. Alors que ces gens-là vont se sentir tellement mal qu'ils vont vouloir quitter, ils vont vouloir partir. Alors, vous voyez que c'est d'une certaine façon, quelque part, des intuitions, des perceptions intuitives, que lorsqu'elles ne sont pas maîtrisées, évidemment, elles peuvent devenir, quelque part, des problématiques. Mais disons que l'intuition de la matière est un volet, l'intuition relationnelle, c'est cette capacité donc de percevoir. Donc, si on le maîtrise le moindrement un peu, cette intuition relationnelle-là, bon, on va être capable de développer notre intuition pour lire des objets, pour faire la lecture des objets, on va être capable de faire des lectures des lieux dans les maisons, on va être capable de faire des lectures intuitives des gens, mais dans un contexte où on ne sera pas toujours dans une position de pouvoir et de solidité.
sur nos deux jambes parce qu'on va avoir tendance, évidemment, à donner beaucoup de pouvoir aux autres. Donc, on va souvent parler d'envoûtement, on va souvent parler de possession, on va souvent parler de maison hantée, on va souvent parler d'objets chargés. Hein, on va avoir l'impression quelque part que la matière se trouve dans une position où elle est dominée en quelque part par le monde subtil. Alors, c'est là qu'il y a un danger, évidemment, à donner ce pouvoir-là au monde subtil parce qu'on va perdre un peu pied par rapport à notre pouvoir, nous, qu'on a face à ce monde de la matière-là. Dans le plexus solaire, avec l'intuition opportuniste, ce qu'on pourrait dire par rapport à cette intuition opportuniste-là, c'est évidemment, ce sont des gens qui sont reliés au chakra solaire, qui sont reliés au pouvoir. Et le pouvoir, bien évidemment, c'est de vouloir prendre sa place et de vouloir effectivement avoir une place de choix. Hein, on pourrait voir ça comme ça. Alors, la place de choix va impliquer justement que quand je vais me retrouver dans une situation où je peux tirer profit d'une situation pour, par exemple, atteindre des niveaux supérieurs au niveau de ma vie professionnelle, atteindre une situation, concevoir qu'il y a une bonne affaire qui est là, puis que peut-être finalement que cette bonne affaire-là, ben, en manipulant telle personne, je peux l'obtenir, ben, je vais le faire aussi. Alors, vous voyez, on n'est pas dans une démarche spirituelle quand je vous parle de cette intuition-là, mais c'est une intuition quelque part qui m'amène à percevoir les situations et à reconnaître que dans telle circonstance, en agissant de telle façon, je vais obtenir quelque part l'objectif que je vais atteindre, d'atteindre cet objectif-là, donc de pouvoir avoir un plus grand pouvoir, une plus grande richesse ou je ne sais quoi. Donc, vous voyez que c'est dans le monde des affaires souvent qu'on va voir ces gens-là qui sont quand on dit que des gens qui ont la bosse des affaires, qui ont de facilité dans le monde des affaires, c'est souvent des gens qui ont cette intuition et qui vont être capables de bien cerner à quelque part à quel moment il faut orienter leur attention pour obtenir ce qu'ils veulent d'un point de vue financier ou autre. Mais c'est vraiment dans le monde des affaires qu'on va retrouver beaucoup ce type d'intuition-là. S'il y a des questions entre-temps, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir puisque je vais revenir sur chacune d'elles à la toute fin de la présentation. Ensuite, il y a évidemment l'intuition du cœur. L'intuition du cœur, c'est l'intuition qui nous amène véritablement à toucher ce qu'on peut appeler au niveau des chakras, la frontière entre le monde de la personnalité puis le monde de la spiritualité. Le monde de la spiritualité, c'est les chakras inférieurs qu'on vient de voir, hein, l'intuition de la matière, l'intuition relationnelle et opportuniste, qui sont davantage des chakras qui vont plus vibrer avec la personnalité. Et le cœur commence, lui, à créer un pont entre ma personnalité et ma démarche spirituelle. Donc, le cœur, c'est vraiment la voie de l'amour. Et cette forme de l'intuition qui va se développer dans cette voie de l'amour-là, c'est évidemment cette capacité que j'ai de reconnaître qui je suis, donc de m'aimer, et de pouvoir servir les êtres humains qui sont sur Terre. Alors, dans ce moment-là, l'intuition, c'est une intuition de service, une intuition de collaborateur, une intuition qui va favoriser le développement d'une communauté. Alors, on dit souvent, spirituellement parlant, dans les écoles ésotériques, que l'être humain n'a pas encore atteint beaucoup le chakra du cœur. Pour la simple raison que le chakra du cœur, pour qu'il puisse être développé, il va falloir que l'être humain soit capable d'avoir la maturité requise pour être dans une position beaucoup plus verticale que horizontale, comme il est le plus souvent finalement. Alors, dans cette position de verticalité, il est dans une position où il assume à quelque part les composantes de sa personnalité et il assume à quelque part les composantes de sa beauté intérieure, de sa richesse supérieure et il est capable donc de l'assumer. Et parce qu'il est capable de l'assumer, il conçoit que le seul moyen d'exister sur Terre, c'est de tendre la main à d'autres êtres humains et de développer un espace justement de communauté, de partage, d'échange. On comprend ici que la société telle qu'elle a été conçue jusqu'à maintenant ne répond pas aux critères que je viens de nommer. On dépend davantage à des critères qui sont beaucoup plus proche du capitalisme, hein, c'est-à-dire que comment je peux gain de cause hein, sur l'autre personne qui est devant moi. C'est là qu'on revient à l'intuition opportuniste, hein, qui est une intuition justement qui est vraiment reliée au pouvoir. Comment je peux obtenir plus de pouvoir sur les autres finalement. C'est beaucoup ça. L'opportunisme. Hein? L'opportunisme, c'est vraiment le reflet du capitalisme aussi. Comment je peux avoir cette personne-là pour avoir plus d'argent. Vous voyez, alors, c'est quand même tout ça quelque part qui repose sur le système capitaliste. On aurait beau discuter très longuement de ça. C'est la notion du profit qui va faire que le capitalisme peut exister. Et c'est bien évident que quand on arrive au niveau du cœur, on peut envisager une société qui commence à prendre forme sur une nouvelle façon. Alors, c'est sûr qu'au niveau de l'intuition du service, c'est l'intuition aussi à ce stade-ci de la société, on pourrait dire, mais c'est l'idéaliste. L'idéaliste, pourquoi? Mais parce que comme il arrive avec cette volonté de servir, et que les êtres humains qui sont autour de lui sont davantage dans un mode capitaliste, par exemple, ben, on comprendra que l'intuition de service ne sera pas quelque chose de facile à vivre. Ainsi, on a l'impression de se faire avoir par d'autres gens. Donc, on va devoir apprendre aussi à se protéger de ça
Et dans ce sens-là, évidemment, cette forme d'intuition de service, hein, de vision, quelque part, d'être capable de comprendre l'autre, ben, il va falloir effectivement qu'on soit capable de se comprendre et de comprendre les réels enjeux qui existent. Alors, ça nous amène à une forme de maturité. Alors, au niveau du cœur, il y a nécessairement, on parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle au niveau du cœur. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'intuition qui fait que je suis capable de comprendre que, oui, bien sûr, je peux tirer profit de la situation des gens qui sont autour de moi, mais je peux aussi envisager que ces gens-là qui sont autour de moi, je peux collaborer avec eux. Je peux faire équipe avec eux. L'intelligence émotionnelle nous amène à un mode de monde des affaires qui est complètement différent que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Parce que l'ancien mode des affaires, c'était de se dire, bon, voici un patron, et le patron exploite ses employés au maximum et en tire profit de cette façon-là. Et l'intelligence émotionnelle nous amène à concevoir que le patron a compris quelque part que chacun de ses employés a des forces et des faiblesses, et il va donc valoriser les forces de chacun pour faire en sorte qu'il y ait une forme d'équipe qui prenne forme, et que cette équipe-là nous amène justement à créer ce qu'on pourrait appeler un monde meilleur. Donc, dans un microcosme, on peut envisager que chacune des sociétés, hein, dans le milieu des affaires, chacune des sociétés pourrait donc développer un monde, un mode de fonctionnement différent qui amènerait donc cette forme d'intuition du service, c'est-à-dire de collaboration où chacun apporte ses compétences et permet donc d'arriver à faire un meilleur fonctionnement commercial à l'intérieur d'une structure d'une société quelconque, vous voyez, par exemple. Donc, ça serait une façon de concevoir que l'intuition de service, évidemment, l'intuition de service aussi, si on, quand on soit ça dans l'amour, bien évidemment, si j'aime quelqu'un, ben, je vais développer une relation de communauté, de partage, de réalité. Je vais essayer d'être vrai avec cette personne va être vraie avec moi, et je vais essayer de concevoir une relation de partage avec cette personne-là pour créer, à quelque part, une relation qui ait un niveau de partage, d'échange, de sincérité qui soit le plus élevé possible. Alors que si on vient avec l'intuition de l'opportuniste, ben, au niveau amoureux, ben, l'opportuniste, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de se dire, mais comment je vais faire pour avoir cette femme-là? Ou comment je vais faire pour avoir cet homme-là? Donc, il va y avoir des subterfuges qui vont être utilisés parce que pour lui, tout est permis. L'intuition opportuniste, il comprend quelque part que pour obtenir ce qu'il veut, il lui faut donc tirer profit des situations, des événements. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui peut amener une forme de manipulation. Je ne dis pas que c'est systématiquement, mais c'est certain que c'est pas le même niveau relationnel qui va être recherché, parce que au niveau du plexus solaire, au niveau du pouvoir, on a envie de tirer profit pour nous d'une situation, alors qu'au niveau du service, au niveau du cœur, on n'a pas envie de tirer profit nécessairement des situations pour soi. On a envie de tirer profit d'une situation en termes de communauté. On se voit plus comme intégré à quelque chose de plus vaste que soi. Alors, c'est ça qui devient un petit peu un mode de fonctionnement qui est un peu différent dans notre perception intuitive. Alors, l'intuition de service va évidemment va amener le développement d'enseignants, de thérapeutes. Hein, c'est des gens qui vont avoir le désir de servir. Ça peut être des gens qui travaillent dans le droit ou ça peut être plein de professions diverses, hein, mais c'est dans la notion de service que ça va se faire. Donc, on va vraiment avoir cette volonté de collaboration et d'échange, de partage, de chercher à ce qu'il y ait comme une forme de dynamique, hein, quelque part, de communion qui peut s'effectuer à travers la société. Et évidemment, ceux qui sont très intuitifs et qui sont liés au cœur, mais ce sont des gens, quelque part, qui ont cette capacité, donc, de comprendre l'autre. Et leur force, évidemment, c'est qu'ils sont capables, avec une certaine maturité, de se comprendre. C'est ça qui amène l'intelligence émotionnelle, qui va faire qu'ils vont comprendre ce qu'ils sont, qu'ils vont comprendre qui les autres autour de lui ils sont. Et à ce moment-là, il ne sera pas naïf, il sera pas immature. Il va être capable donc de développer des relations dans lesquelles il va se respecter et dans lesquelles il va chercher à développer une forme de respect avec son entourage. Et c'est comme ça qu'il va y avoir comme une relation plus saine qui va en résulter. Donc ça, c'était pour l'intuition de service, du service qui touche le chakra du cœur. Maintenant, au niveau du chakra de la gorge, on peut envisager évidemment qu'au niveau de la gorge, on va être davantage un intuitif créatif. Créatif, ça veut dire quoi? C'est qu'il regarde ce qui a été conçu sur Terre, puis lui, il arrive avec des nouvelles idées. Ces idées-là, quelque part, c'est simplement qu'il y a une capacité d'analyse qui fait qu'il se syntonise avec la nouveauté. Il se syntonise avec quelque chose qui n'a pas été fait, qui n'a pas été construit. Ce qui l'intéresse, lui, c'est d'amener de la nouveauté sur Terre. Alors, des gens, évidemment, on l'a compris, qui n'ont pas ce mode de fonctionnement-là. Ils ne recherchent pas la créativité, ils vont plutôt chercher à utiliser justement ce qui existe pour pouvoir tirer profit de la situation ou pour pouvoir arriver à tout simplement se manifester sur Terre. Donc, on comprend ici que l'intuitif créateur, c'est celui à quelque part qui arrive avec de nouvelles formes, avec des nouvelles idées. Donc, les grands musiciens qui sont arrivés avec une grande musique qui n'existait pas, les grandes inventions. Vous voyez, si les intuitifs créateurs sont dans une hiérarchie au niveau des chakras qui est supérieure aussi. C'est pas tout le monde qui va vibrer au niveau du chakra de la gorge d'une façon dominante et qui vont vraiment développer une intuition créative.
puisque ceci, évidemment, c'est une énergie qui n'est pas toujours facile à supporter. Pourquoi? Parce que quand on est créateur, on arrive avec une énergie qui n'est pas connue sur Terre. Alors, si elle n'est pas connue sur Terre, ben, ça veut donc dire quelque part qu'avant qu'elle soit reconnue, qu'elle soit valorisée, qu'on ait le sentiment qu'on a une certaine valeur, ça va prendre un certain temps. Parce que les gens, la société va prendre un certain temps avant d'accepter la nouvelle idée qu'on va amener, ou le projet qu'on va amener, ou la nouvelle forme qu'on va amener. Donc, les gens, quelque part, ont cette difficulté-là, évidemment, à accueillir la créativité. Alors, le créateur va souvent se retrouver dans une position où il va vivre une forme d'isolement pendant un certain temps avant d'être accepté comme créateur. Alors, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre ici, c'est que le créateur doit être capable de se tenir debout, bien évidemment, d'être dans une position d'alignement, et être capable donc d'assumer sa créativité et de lui faire très confiance et d'être capable en même temps de se rappeler que s'il veut que sa créativité soit reconnue socialement, il va falloir qu'il fasse un effort d'adaptation pour que la société accueille ce qu'il a communiqué ou à dire. S'il ne fait pas ça, il va devenir simplement une hurluberlue qu'on va regarder un peu étrangement en se disant, ben, ce gars-là, il est un peu bizarre, ou cette femme-là est un peu bizarre, parce qu'elle arrive avec des idées un peu bizarres, un peu incompréhensibles, on ne comprend pas à quoi ça peut servir ce qu'elle veut inventer, etc. Vous voyez, c'est comme, ça devient un peu des inventeurs un peu isolés à ce moment-là. Donc, le créateur doit évidemment être mature, être capable de comprendre qu'il va donc être en mesure d'amener cette créativité-là vers l'extérieur pour amener justement un partage, encore une fois. Il y a ensuite, au niveau du chakra frontal, ce qu'on appelle l'intuitif philosophe. Je dis philosophe, ce sont des gens, quelque part, qui vont... c'est un peu les intuitions perceptives. C'est-à-dire que c'est eux qui vont être en mesure de développer ce que j'appellerais j'appelle ça philosophe, hein, parce que quelque part, c'est celui qui est capable de poser une position de témoin sur la vie et qui est capable donc de devenir un conseiller de la vie, c'est-à-dire que quelqu'un vient le voir en lui disant, regarde, j'ai un problème, donne-moi des explications. Alors, c'est là que l'intuition philosophe est capable de donner des explications, est capable de comprendre les choses, parce qu'il y a un regard de témoin, un regard qui amène une conscience intelligente dans l'observation de ce qu'il fait, parce qu'on sait que l'univers est animé d'une intelligence, une sagesse intelligente, et que celui qui est dans le chakra frontal, qui est intuition philosophe, est capable d'avoir cette position de témoin, pour être capable de reconnaître cette intelligence-là, est capable donc d'amener la personne à comprendre ce qui se passe dans sa vie. Hein, cette personne pourrait nous dire, ben voilà, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça, j'ai eu tel accident, elle pourrait avoir vécu plein de choses difficiles, et le philosophe va être capable de poser un regard intelligent là-dedans, en lui faisant comprendre la raison d'être de tout ce qui se passe et la sagesse intelligente qui est derrière tout ça. Alors, c'est certain que le philosophe va donc avoir un mot à dire intéressant pour donner sens aux expériences de la vie, et c'est dans ce sens-là qu'il va être un excellent conseiller, un excellent thérapeute, un excellent accompagnant, puisque, évidemment, on pourrait même dire un genre de gourou, en quelque part, puisque les gens vont avoir le besoin de se faire conseiller, et cette personne va vraiment avoir le talent de pouvoir justement donner l'information juste à ces gens-là pour qu'ils sentent l'impression quelque part qu'il y a vraiment un cheminement, une expérience qui peut en résulter, qui va être positive. Ça, c'était donc pour l'intuition et le philosophe. Il y a ensuite l'intuition que j'appelle spirituelle qui touche le chakra couronne, qui nous relie à la dominance du chakra couronne. Alors, vous avez peut-être déjà rencontré des gens comme ça. Ils vont vous parler, eux, non pas, ils vont avoir des perceptions de sagesse et d'intelligence, mais ils ne vont pas vous parler du monde terrestre. Ça ne les intéresse pas. Ils vont vous parler, par contre, du ciel. Ils vont vous parler de comment est conçu le ciel, de comment est conçu les différentes manifestations intelligentes qui animent le ciel. Alors là, on va parler donc de langage. C'est un peu comme un langage intuitif qui va être exprimé, mais c'est un langage intuitif qui est beaucoup plus difficile à évaluer au niveau de la compétence de celui qui en parle. On va juger qu'il est compétent parce que son langage va nous correspondre, va nous plaire, mais c'est sûr que lui va nous parler de monde inaccessible. Il va nous parler, bon, je pense à des ouvrages qui me font penser à l'intuition spirituelle. La Cosmogonie d'Urantia, par exemple, pour ceux qui la connaissent, qui est une explication très, très, très complexe et très ésotérique de l'univers, en quelque part. Je pense à Alice Bailey, okay, qui a, dans certains de ses ouvrages, qui a abordé des trucs très, très, très élaborés et qui étaient vraiment reliés à des sphères très, très élevées dans l'univers, etc. Donc, il y a bien d'autres hein, qui ont tendance, évidemment, à mettre l'emphase à la compréhension de l'univers et moins mettre l'emphase vers la compréhension de ce qui se passe sur Terre. Alors, c'est là, évidemment, qu'on va toucher davantage l'intuitif spirituel. Et c'est certain que le channeling, par exemple, qui est une façon
d'aborder l'intuition, dans lequel on va souvent avoir la définition du channeling, c'est souvent l'intuitif qui va se présenter comme quelqu'un qui est en communication, en communion avec une certaine forme de source intelligente, et cette source intelligente-là va transmettre un savoir, mais un savoir qui est assez général, qui ne va pas s'adresser à une personne, qui va plus s'adresser à une collectivité, et dans lequel, évidemment, on va beaucoup plus parler d'une forme de langage intersidéral, cosmique, bon, on va parler des forces de l'amour, des forces de la volonté, etc., qui peuvent exister dans l'univers, mais on va rester à quelque chose de beaucoup plus flou, hein, quelque part, mais on va être beaucoup plus dans une forme de regard sur l'univers, de comment l'univers fonctionne. Donc, évidemment, dans cette intuition spirituelle-là, on peut vraiment voguer dans le ciel, puis ne pas être du tout concret dans la réalité, c'est-à-dire qu'on pourrait parler de spiritualité à un niveau très, très élevé, mais ne pas avoir de support dans la matière pour supporter le travail. C'est-à-dire que moi, je peux parler longuement des heures de ce qui se passe dans l'univers, mais je suis incapable de fonctionner dans le monde de la matière, par exemple. Vous voyez, alors il peut y avoir des dérèglements comme ça qui peuvent se retrouver chez l'intuitif spirituel. Bien évidemment, je vous ai fait une présentation très sommaire, parce qu'évidemment, on aurait pu regarder, bon, l'intuition, chaque force et chaque faiblesse de chacun, mais je pense qu'on a compris quelque part que quelqu'un qui ne maîtrise pas bien un de ces habiletés intuitives-là, bien évidemment, il va se retrouver dans une position où il va y avoir comme des déficiences dans un certain domaine de sa vie. Et c'est certain que je vous référerai à la conférence que j'ai faite sur la psycho-énergétique des chakras, dans lesquelles il est question du bâtisseur, communicateur, guerrier, serviteur, créateur, philosophe et spirituel. Et c'est sept types-là, quelque part, on reconnaît qu'il y a 7 états qui se retrouvent dans chacun de ces types-là, qui sont associés au chakra. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment, j'aborde davantage peut-être les pour et les contre de chacun. Mais ici, c'était plus pour vous montrer les différentes manifestations intuitives, pour vous faire comprendre effectivement que chaque être humain a la capacité donc de pouvoir capter intuitivement par le mode du visuel, donc des images qu'on peut capter, des sensations dans notre corps ou des mots qu'on peut entendre. Et ces 3 modes de communication-là peuvent se manifester à travers ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que, par exemple, l'intuition de la matière qui relie au chakra racine pourrait très bien être quelqu'un qui entend, par exemple, une voix. Hein, il regarde un objet, puis il entend une voix qui ne l'identifie pas nécessairement comme une voix qui est externe de lui, mais c'est une voix qu'il peut entendre et qui peut l'amener effectivement à très bien comprendre comment fonctionne l'objet en question qu'il voudrait reproduire, par exemple. Alors, vous voyez, donc, pour chacun des modes de communication qu'on vient de voir, des façons de développer notre intuition qu'on vient de voir, il y a donc 3 modes de communication. En général, hein, c'est le visuel, l'auditif et le sensitif, rarement le gustatif et rarement l'odorat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont humer et des gens qui vont goûter aussi. Moi, j'ai vu ça une fois avec mes étudiants, qu'il y a une personne qui avait vraiment son sens le plus développé, c'était le gustatif et l'odorat. Maintenant, si on pense à des gens qui vont travailler avec l'olfactothérapie ou des gens qui vont travailler qui sont des connaisseurs du vin, on peut facilement envisager que ces gens-là pourraient développer leur sens intuitif pour favoriser une meilleure perception du vin, une meilleure perception des odeurs en olfactothérapie, par exemple. C'est des choses il y a une étudiante à moi, entre autres, qui fait ça avec l'olfactothérapie. Donc, vous voyez, c'est des choses qui peuvent se développer et dans ce sens-là, il y a plein d'options dans notre habileté. C'est pour ça que dans les modules d'enseignement, j'en ai présenté autant. Je vous ai présenté 15 sujets différents parce que je me suis dit que, justement, l'intuition, pour être capable de, justement, élargir notre champ de connaissances, il faut justement sortir des sentiers battus. Quand on développe une méthodologie trop rigide et qu'on reste, on reste un petit peu dans cette zone de sécurité-là, souvent, on ne va pas être capable d'aller plus loin. Et c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous amener à travers cet enseignement-là. Alors voilà, c'était un peu ce que j'avais envie de vous présenter concernant les diverses manifestations, les diverses façons d'aborder l'intuition, qu'on peut aborder l'intuition en tant qu'être humain, et j'avais peut-être reconnu en vous certaines compétences que vous aviez et d'autres que vous n'avez peut-être pas acquis. Alors, je vous dirais que les 7 compétences, évidemment, c'est intéressant de les acquérir parce qu'elles nous permettent donc de développer notre antenne et d'être capable d'appréhender le monde de la réalité avec plein d'options, plein de capacités. Et ces capacités-là, évidemment, font qu'on est capable de vraiment élargir notre champ de compétences. Hein, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, par exemple, clairvoyant, clairaudient ou clairsentient, c'est-à-dire clairvoyant qui voit les champs énergétiques, par exemple, ou clairsentient qui les ressentent, ou clairaudient qui entendent. Mais évidemment, quand on commence à parler avec eux, on se rend compte qu'ils sont très limités, c'est-à-dire que leur champ de compétences sont limités énormément à un certain niveau de perception. Par exemple, ils sont capables de voir l'aura et la couleur de l'aura. C'est un champ de perception qui peut être intéressant, mais c'est quand même limité. Alors que quand on cherche à élargir notre champ de compétences, on se rend compte qu'on peut vraiment avoir des compétences sur plusieurs niveaux de perception. On peut donc voir des réalités énergétiques, psychologiques, spirituelles. On peut voir des
les opportunités d'affaires. Hein. On peut voir au niveau relationnel également, dans les relations, les échanges relationnels, la collaboration, comment on peut motiver des gens, comment on peut créer, comment on peut être davantage dans une compréhension de la vie, comment on peut être davantage dans une compréhension de l'univers. Vous voyez, alors, on peut vraiment toucher beaucoup, beaucoup de domaines. Et c'est ça un peu l'objectif de ce que j'ai voulu faire avec les modules, c'est de chercher à vous donner l'opportunité d'avoir le plus grande palette de couleurs par rapport à ce qu'on peut chercher à développer en tant qu'intuitif. Alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant sur l'ensemble de ce que je viens de vous présenter pour la conférence. Je sais qu'il y a un thème qui m'a été abordé, qui m'a été proposé par Sylvie. Alors, s'il y a d'autres gens qui ont envie de partager, bien évidemment, ils peuvent me le faire savoir par des questions, puisque je vais aborder la question de Sylvie tout de suite. Pourrais-tu aborder l'abandon? Alors, évidemment, tu ne me précises pas exactement, mais c'est sûr que l'abandon, si on se rappelle à quelque part ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la position de verticalité, la position de verticalité, c'est une position d'une personne qui se tient debout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle accueille l'énergie de la Terre qui circule à travers tout son corps et elle accueille l'énergie du ciel qui circule à travers tout son corps. C'est-à-dire qu'elle est une antenne et cette antenne-là lui permet d'être debout. Debout, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de vibrer avec son monde environnant. Elle est dans une position de force et de pouvoir parce qu'elle assume complètement son être. Et assumer complètement son être, ça ne veut pas dire quelque part ne pas être sensible aux autres. Ça veut simplement dire reconnaître qu'on peut être sensible aux autres, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va tomber pour essayer de comprendre les autres. Et s'assumer, c'est dire, je te comprends, mais c'est pas parce que je te comprends que je vais m'effondrer par terre pour pleurer avec toi. Je peux comprendre, je comprends ta tristesse. Et moi, ce que je peux faire, c'est te tendre la main. Et si tu veux te tendre la main vers moi, à ce moment-là, on peut regarder ensemble qu'est-ce qui peut être fait. Mais on ne va pas devenir effectivement quelqu'un qui va perdre son statut d'autorité, de puissance, parce que justement, quelqu'un est dans une difficulté. On va être capable d'assumer notre position de force, on va être capable de faire valoir cette position de force-là et faire comprendre à la personne qui est devant nous que ce qu'on cherche à développer avec elle, c'est une position d'égal à égal où deux personnes se tiennent debout. Alors que quand on tombe dans une position, par exemple, par rapport à ta question d'abandon, ben l'abandon, qu'est-ce que c'est? C'est que la personne ici s'en va, et parce qu'elle s'en va, je me sens abandonné, et là, je tombe. Pourquoi je dis que je tombe? Mais parce que quelque part, quand je me sens abandonné, c'est parce que je n'ai pas assumé la position. Hein, je ne me suis pas reconnu dans ma puissance. Je reconnais quelque part que la personne m'abandonne. Et si elle m'abandonne, ça veut donc dire quelque part que j'ai un manque. Et si j'ai ce manque-là, je l'attribue à cette personne-là. Et si je l'attribue à cette personne-là, je perds mon pouvoir parce que je voudrais que cette personne soit encore avec moi. Et là, on tombe dans un processus émotionnel qui va nous faire vivre à quelque part une expérience de vide intérieur. Et ce vide intérieur-là, on va chercher à le combler. Et comment va-t-on chercher à le combler en général? Mais c'est en allant le combler en allant cherchant quelqu'un autour de soi. C'est-à-dire que si cette personne est partie, mais je vais en trouver une autre qui va combler mon vide. Et si je fais ça, bien évidemment, je vais combler mon vide avec cette personne-là, jusqu'au moment où cette personne va peut-être effectivement ne pas correspondre à ce vide-là qui est en moi, elle va pas être capable de remplir le vide qui est en moi. Et de nouveau, je vais revivre le sentiment d'abandon. Et je vais le revivre. Pourquoi? Mais parce qu'à quelque part, ce que je dois apprendre à faire, c'est d'assumer qui je suis. Et assumer qui je suis, c'est de reconnaître quand dans moi, il y a peut-être une énergie d'abandon qui est en moi. Et je dois poser mon regard sur cette énergie d'abandon pour apprendre à l'assumer, pour apprendre à devenir conscient de la raison d'être de l'abandon, d'arriver à donner à l'abandon tout ce dont elle a besoin pour qu'elle puisse effectivement se montrer quelque part le potentiel évolutif qui est derrière l'abandon et me permettre, moi, d'assumer justement ce potentiel évolutif-là pour ne plus être dans une position de victimisation, par exemple, qui est associée à l'expérience de l'abandon. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sylvie, puisque là, c'était pas très précis, j'ai été un petit peu comme ça. Si tu as des questions, des commentaires, des précisions que tu voudrais faire, ce serait le moment de le faire, là, si tu veux bien. Et évidemment, s'il y a d'autres gens qui ont des questions, alors évidemment, vous savez que le webinaire du lundi, c'est toujours la même chose. Il y a des questions qui peuvent concerner la conférence, mais ça peut évidemment aussi vouloir dire qu'on peut aborder des questions qui touchent la pratique personnelle, professionnelle ou n'importe quel sujet, comme Sylvie, finalement, qui aborde un sujet qui la concerne davantage. Alors, ça remonte à l'enfance, ce que tu me racontes là, donc OK. Donc, ça remonte à l'enfance. J'ai un sentiment dans mon dos, c'est la mort de ma mère. Depuis, j'ai du mal de nouveau, je ne parle pas dans mon dos. Oui, bien sûr. Alors, c'est certain quelque part que ce que tu dois apprendre à faire ici, c'est que cette notion d'abandon dont tu parles est en relation avec donc une mémoire. La mémoire, donc, suite à la mort de ta mère, où tu as du mal de nouveau à te mettre en relation par peur d'abandon. À certain que ça, c'est là que tu dois apprendre je ne sais pas où est-ce que tu en es dans la formation personnelle, mais on apprend dans la formation à se dissocier pour commencer.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'apprendre à identifier quelque chose qui est en nous, qui est une problématique, et de l'identifier à un point tel qu'on est capable de la regarder d'un point de vue comme si elle était distincte de nous. Alors, dans ton cas, l'expérience d'abandon est une expérience distincte de toi. C'est-à-dire que tu n'es pas toujours dans l'abandon. De temps à autre, selon des circonstances de ta vie qui vont te remémorer des expériences de souffrance comme celle que tu as vécue quand ta mère est décédée, ben, tu vas à ce moment-là avoir cette peur d'abandon qui va se manifester d'une voix à toi. Mais si tu prends le temps de faire un travail intuitif sur cette peur-là d'abandon, mais d'une façon systématique et régulière, pas parce que tu as peur de l'abandon ou pas parce que tu es dans le sentiment d'abandon, mais plutôt parce que tu apprends justement à t'enraciner et que tu mets de la lumière sur l'expérience d'abandon, que tu localises dans ton corps, que tu prends le temps de décrire ce que tu vois, entends et ressens, que tu prends le temps donc de questionner l'abandon, que tu prends le temps de déprogrammer l'abandon, que tu apprends le temps de soigner l'abandon avec les diverses techniques qu'on a appris dans les enseignements que tu suis. Mais tu vas constater à ce moment-là que tu vas commencer à avoir un rapport avec ton abandon, avec l'expérience d'abandon, qui va se différencier, parce que tu vas commencer à poser un regard qui va devenir de plus en plus constructif, je dirais, par rapport à l'abandon. Un peu comme si l'abandon allait devenir une forme de, on pourrait dire ça comme ceci, une forme de force, à quelque part, qui va se manifester en toi et que dont tu as peur, mais c'est une force qui va commencer à prendre forme. Tu vois, donc tu peux prendre peut-être le temps de regarder avec toi l'abandon, à quoi que ça correspond, mais je ne sais pas si tu me suis bien là-dessus par rapport à ça. Et s'il y a d'autres gens qui veulent intervenir, évidemment, n'hésitez pas, puisque on le fait d'une façon un peu naturelle, là. C'est un peu comme on se lance et on discute, tout simplement. Voilà. Mais tu vois, Sylvie, par rapport à l'abandon, moi, à cette peur d'abandon-là, moi, ce que je te dirais, c'est que il y a sans doute une chose que tu dois reconnaître dans cette peur de l'abandon-là, c'est que tu es une femme qui a besoin de comprendre, qui a besoin de cerner. Tu sais, qu'on dit se sentir abandonné, par exemple, la mort de ta mère, c'est quelque chose quand même qui est assez ésotérique. C'est-à-dire que pour un enfant, voir sa mère partir, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inconcevable, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhensible. Alors, c'est certain que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a besoin de te donner du poids dans tes jambes et dans ton bassin et dans ton ventre, en reconnaissant effectivement ce que j'appellerais la sécurité. La sécurité, ça veut dire quoi? Si tu veux que je m'engage avec toi, là je parle d'une personne fictive, hein, si tu veux que je m'engage avec toi, il va falloir que tu me fasses la preuve que je peux te faire confiance. Tu vas me faire la preuve à quelque part que on va communiquer, que tu vas me sécuriser, tu vas me réconforter. Vous voyez, l'idée de l'expérience de l'abandon, ça repose, à mon sens, à moi, pour toi, Sylvie, sur l'incompréhension. L'incompréhension, c'est que si quelqu'un te parle pas, si quelqu'un t'exprime pas des choses, tu vas vivre une crise de panique par rapport à la notion d'abandon parce que tu as besoin de comprendre. La compréhension, c'est que tu as besoin d'une forme de partage qui t'amène à développer une certaine forme de transparence entre toi et l'autre personne. Si cette transparence n'est pas là, il y a un doute permanent qui va être présent de te dire on va m'abandonner parce que quelque part, ça tombe dans la zone incompréhensible. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et si je ne comprends pas ce qui se passe, je revis inévitablement la peur d'abandon, puisqu'à quelque part, ce que j'ai vécu quand ma mère est décédée, c'est un abandon que je ne comprenais pas. Donc, à chaque fois que tu ne comprends pas une relation, que tu n'es pas en mesure d'avoir une relation qui correspond à tes standards, parce que ce que tu recherches, toi, c'est une relation de sécurité, une relation de confiance, où tu peux sentir effectivement que l'autre personne, elle est assez transparente pour que tu aies le sentiment que tu as une relation qui soit vraie avec elle. Et je pense que c'est ça un petit peu que tu recherches. Je ne sais pas ce que tu en penses de cela, Sylvie. Puis évidemment, s'il y a d'autres gens qui veulent partager, bien sûr. Donc, OK, donc tu me dis bien sûr, OK. Oui, parce qu'on m'a caché sa mort, je n'ai pas compris, bien sûr. Donc, tu vois, c'est ça. Alors, ça, c'est intéressant parce que là, tu vois, on t'a caché sa mort, tu l'as pas compris. Alors, évidemment, à chaque fois qu'il se passe des choses que tu comprends pas dans tes relations, ben, quelque part, tu vas te retrouver dans une position d'insécurité. Alors, si tu, justement, tu dis, je recherche la sécurité, moi, je te dis, assume cette recherche-là. Assume que tu as besoin de ta sécurité. L'assumer, ça veut donc dire que si tu es en relation avec quelqu'un, la personne qui est avec toi, si elle veut être en relation avec toi, qu'elle soit au niveau amical, amoureux, professionnel ou autre, il va falloir qu'elle comprenne que ton standard à toi pour une relation qui soit sécure, qui soit confortable, c'est qu'il y ait une forme de sécurité, de relation vraie qui s'exprime, dans laquelle il y a justement un sentiment de sécurité qui va se développer chez toi. Donc, c'est intéressant pour toi de vraiment être attentive à est-ce que je me sens sécure dans cette relation-là? Si je me sens pas sécure dans cette relation, qu'est-ce que moi je peux faire pour me sentir plus sécure? Est-ce que j'ai besoin de parler avec la personne concernée pour lui faire part de ce que j'aurais besoin qu'est-ce que j'aurais comme besoin pour que je me sente plus en sécurité? Donc, on comprend ici qu'on n'est pas en train de dire à la personne, à notre partenaire, qu'on lui en veut parce qu'elle ne nous apporte pas la sécurité.
On est en train de lui dire, j'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose pour me sentir sécure. Est-ce que tu veux bien me le donner? Alors, la personne n'est pas obligée de nous dire oui, mais si elle nous dit oui, ben, elle va peut-être effectivement être attentive à ce besoin de sécurité qui est en nous. Et à ce moment-là, ben, évidemment, nous, on va se sentir plus sécure à ce moment-là. À soit c'est là qu'on serait gagnant, je dirais, dans une démarche comme celle-là. Je sais pas ce que tu en penses, Sylvie. Alors, entre-temps, évidemment, s'il y a d'autres questions qui veulent être posées, ben, n'hésitez pas. Comme je vous le dis, c'est plutôt on s'en étend à la pratique personnelle, professionnelle, que la conférence, que le thème de la conférence d'aujourd'hui, ou encore sur d'autres sujets que vous aimeriez qu'on en aborde. Il n'y a aucun problème. C'est comme vous voulez. Oui, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis, je me suis aperçu que j'en demande beaucoup à mes proches. Ce que tu pourrais te dire, c'est que j'en demande trop, donc je vais devoir faire attention, je devrais arrêter de leur demander trop. Mais moi, ce que je crois que tu dois apprendre à accueillir en toi, c'est que la femme qui a besoin de sécurité est effectivement, elle demande beaucoup à ses proches. Mais qu'est-ce qu'elle demande à ses proches? C'est d'être présent, d'être sincère, d'être vrai, d'être en relation avec elle. Est-ce que c'est si exigeant que ça? Est-ce que c'est si extraordinaire que ça? On pourrait dire que socialement, c'est exigeant. Hein, tu as une exigence, socialement parlant, tu as une exigence parce que c'est pas classique que tout le monde va exiger ça. Mais si on regarde ça d'un point de vue humain, moi, je trouve que c'est tout à fait normal que tu aies ce souci, ce besoin de te sécuriser, ce besoin de communiquer, de partager. C'est normal et ça fait partie, quelque part, d'un besoin qui est en toi. Ce besoin-là, évidemment, ça fait de toi une personne qui est particulière, qui fait que les gens qui vont te côtoyer vont reconnaître que tu es comme ça, puis vont reconnaître que c'est ton besoin et que pour être heureux, tu as besoin de ça, puis vont être contents sans doute de te le donner. Et c'est ça, je pense, qui est important de se rappeler ici, c'est que on a tous tendance, ça tu le dis très bien, j'en demande beaucoup à mes proches. Et ça, c'est cette position, à quelque part, pour moi, c'est pas la position de verticalité, ça. Quand on se dit j'en demande beaucoup à mes proches, je suis en train de me mettre à leur place. Je n'ai pas été les voir, puis je n'ai pas été leur dire, est-ce que tu trouves que je t'en demande beaucoup? Ça sera déjà différent. Si ces gens-là nous disent, oui, c'est vrai que tu m'en demandes beaucoup, mais explique-moi, écoute, je comprends que je peux t'en demander beaucoup. Est-ce que je pourrais, comment pourrait-on envisager que moi, je t'en demande, je réponds à mes besoins de sécurité qui sont reliés à une forme de besoin de sentir que tu es présent, puis que tu es vrai, puis tu es sincère avec moi. De quelle façon je pourrais arriver à ça en t'en demandant moi? Est-ce que tu as des idées? Aide-moi. Alors, tu comprends à ce moment-là, Sylvie, que là, tu es dans un processus où tu es en train de faire participer l'autre et que si lui, effectivement, te dit que tu es trop demandante, mais qu'il essaie de trouver des solutions avec toi pour que vous puissiez tous les deux trouver une forme de lien. Hein, ce lien-là, quelque part, c'est quelque chose qui consolide la relation. C'est pas quelque chose qui va t'amener à te dire je ne comprends pas l'autre. Au contraire, tu vas mieux comprendre l'autre parce que tu vas pas te dire je lui en demande trop. Tu vas lui demander si tu en demandes trop et s'il te dit oui, tu vas lui demander de participer pour que vous trouviez des solutions, pour que justement tu te sentes sécure, que tu puisses te sentir sécure tout en demandant moins à cette personne-là. Puis les chances que tu arrives à ça, parce que si cette personne-là elle participe, ça veut donc dire que ça va te sécuriser davantage. Et cette sécurité davantage, tu risques d'avoir une relation de verticalité beaucoup plus facile à mettre en place avec ton partenaire. Parce que tous les deux, vous allez vous reconnaître et vous n'allez pas être dans une position de victimisation. Parce que si lui, par exemple, l'autre personne se sentait évidemment elle trouvait que tu en demandais beaucoup trop, mais c'est certain qu'à ce moment-là, cette personne-là pourrait tomber dans une position d'horizontalité. Hein, parce qu'on sait que l'horizontalité, qu'est-ce que c'est? C'est le transfert. Hein? Je trouve que tu m'en demandes trop, donc, à quelque part, tu es égoïste. Ben, Sylvie, tu n'es pas nécessairement égoïste, tu es simplement connecté avec tes besoins et tu as besoin, quelque part, qu'on te sécurise par cet échange que tu as avec les gens. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste, ça veut juste dire quelque part que tu as besoin d'être sécurisé. Alors, vous voyez que quand on tombe dans cette position d'horizontalité, on commence à projeter vers l'autre des choses et ces choses-là qu'on projette vont finalement nous éloigner de la véritable communication et vont nous éloigner quelque part du véritable but que l'on a d'avoir un échange satisfaisant avec l'autre. Alors, je pense que c'est important quelque part qu'on soit attentif à ça pour éviter de tomber dans ces pièges-là, je dirais. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Sylvie. Évidemment, s'il y a d'autres personnes qui ont envie de participer, n'hésitez pas, puisque nos entretiens, finalement, reposent toujours un peu sur cette dynamique-là. Alors, je fais ma petite conférence, puis évidemment, s'il n'y a pas de questions, bon, ben,
j'ai pas d'autre moyen de communiquer avec vous pour savoir si vous avez bien compris ou pas. Donc, ça fait partie aussi de mes angoisses, hein. Moi, Sylvie aussi, j'ai envie des angoisses. Là, je blague un peu, mais c'est donc dire évidemment que la communication, elle passe par un échange. Alors, s'il n'y a pas d'échange, bien évidemment, on reste dans une position où on peut se poser plein de questions. Et je pense que la position de verticalité, c'est de nous ramener à nous en disant, ben voilà, moi j'ai fait ma part des choses, maintenant c'est à vous de la faire. Et c'est là qu'on arrive à l'étape de la communion, de la communication, de l'échange. Pour faire un travail sur toi, Sylvie, ben, en quelque part, la première chose que tu dois apprendre à faire, c'est certainement de poser un regard sur ce que tu dis. Tu me disais que tu leur en demandes beaucoup. Ça veut dire que moi, je te dirais, premièrement, qu'est-ce que toi tu peux, c'est qu'est-ce que toi tu te demandes? Euh, Qu'est-ce que tu te demandes, toi, pour commencer? Je pense que ce serait la première chose que tu devrais prendre le temps de prendre un papier et un crayon. Quand tu dis que tu as peur de l'abandon, ça implique quelque chose, ça. Ça veut dire que si tu as peur de l'abandon, ça veut donc dire que tu fais des efforts pour ne pas être abandonné. Alors, ce serait intéressant de définir quels sont les efforts que tu fais pour ne pas être abandonné. Moi, ce que je pense que tu fais, c'est que tu es une personne qui doit en donner un peu plus qu'on lui demande. Hein, tu dois être quand même quelqu'un qui doit s'investir beaucoup. Alors, si tu t'investis beaucoup, c'est évident à ce moment-là que tu t'attends à ce que les gens te donnent en échange une réponse. Et si cette réponse-là ne vient pas, mais c'est évident quelque part que ça devient sécurisant pour toi. Et c'est là que la peur d'abandon devient plus grande. Et si tu en fais encore plus à ces gens-là, et que ces gens-là réagissent de la même façon en ne répondant pas, en te disant pas comment ils reçoivent ce que tu leur donnes, tu vas vivre encore plus d'insécurité. Et là, ça devient un cercle vicieux et dans lequel tu t'investis, tu t'investis, tu t'investis tout le temps. Donc, la position de verticalité, qu'est-ce que c'est? C'est la position dans laquelle il y a une forme de deuil. Le deuil, c'est d'accepter justement l'idée que le plus important pour moi, c'est de commencer à regarder ma fameuse peur pour commencer justement à lui donner tout ce dont elle a besoin pour qu'elle ne soit moins présente. Et là, ça m'amène à prendre conscience qu'à l'intérieur de moi-même, j'ai sans doute une certaine forme de colère, puis de frustration. Et ça fait référence au décès de ta mère, évidemment, où on pourrait dire, je suis fâché contre ma mère. Ben non, tu peux pas être fâché contre ta mère. C'est pas sa faute, c'est elle est morte. Alors, vous voyez, ça, c'est sûr que la logique dirait, ben oui, c'est pas sa faute. C'est pas de sa faute, mais quand on est enfant, on vit quelque chose d'incompréhensible et on peut vivre des révoltes, on peut vivre des colères. Et ces colères-là, on a tellement honte de les avoir qu'on se prive de la colère aujourd'hui parce qu'on se dit, je n'ai pas le droit de m'affirmer, je n'ai pas le droit d'être en colère contre telle personne parce que cette personne-là, quelque part, ça ne me donne pas ce que je lui demande, c'est parce qu'elle a des bonnes raisons. Et c'est là qu'on tombe dans le piège. Puis là qu'on tombe dans quelque chose qui peut être vraiment perturbateur pour soi, parce qu'on n'est pas dans une position d'équilibre avec nous-mêmes. Et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu regardes aussi à ce niveau-là. C'est bien, donc moi je vais m'arrêter ici, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, donc comme je dis, vous allez recevoir le webinaire à la fin, en début de mois prochain, vous allez recevoir la série de webinaires qui ont eu lieu durant le mois de mars. Mais vous pouvez également, sur le canal Pleine Conscience Intuitive sur YouTube, vous pouvez régulièrement aller voir les conférences, les webinaires qui ont eu lieu, avec les thèmes, qui sont nommés avec le titre de la conférence en général. Donc, ça vous permet donc d'aller voir un petit peu les webinaires qui ont été enregistrés avant même qu'ils soient annoncés sur le mail que j'envoie une fois par mois à toute ma clientèle. Voilà. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce petit webinaire. J'espère que ça vous a plu. Et puis évidemment, vous pouvez donc le visionner. Ça va, je pense, en tout cas, normalement, demain matin, devrait être disponible sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive, dont je suis le propriétaire. Et évidemment, vous pourriez aussi recevoir la conférence, vous allez recevoir une série de webinaires préenregistrés en lien avec YouTube dans le mail que j'adresse une fois par mois à toute ma clientèle. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Donc, le prochain webinaire, ce sera la semaine prochaine. Même heure, même poste, comme on dit. Voilà, c'est ça, oui. Même heure, même poste. À très bientôt. Au revoir.